Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9/11. Aujourd'hui, on va parler des biens communs. Ça semble être un argument que les médias font bien attention de ne jamais mentionner, ainsi que les politiciens. Et puis donc, malheureusement, une grande partie des citoyens se laissent bercer dans l'illusion, puis se laissent berner par le mensonge qu'une hausse de frais de scolarité, c'est nécessaire, c'est une bonne chose, et tout le tralala. Bien, pour bien comprendre, on va commencer par poser la question, quels sont les biens communs? Bien, la très grande partie des efforts déployés en vue d'instaurer la globalisation économique depuis quelques décennies ont été le fait de transnationales qui multiplient les interventions pour développer puis commercialiser une grande variété de ressources naturelles. Dans un monde où celles-ci étaient déjà très surexploitées, ces entreprises ont tenté et tentent toujours de transformer en marchandises la moindre parcelle restante de la nature et de l'expérience humaine. Maintenant, on songe à inclure dans l'activité monétarisée la propriété privée ou le commerce mondial des pans entiers de la vie, traditionnellement considérés comme n'en faisant pas partie. Ce sont des aspects de la vie qui sont reconnus depuis des temps immémoriaux comme une propriété collective ou l'héritage commun de tous les peuples et de toutes les communautés qui sont là pour que tous puissent se les partager ainsi qu'ils le font depuis des millénaires. Ils sont ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les biens communs ou le patrimoine naturel de l'humanité. Parmi ceux-ci, les plus évidents sont l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les océans, la diversité des espèces animales et végétales de la planète, les gènes que toutes les créatures se transmettent de génération en génération, le savoir humain et la sagesse accumulée au fil du temps. Les systèmes informels de soutien aussi de la communauté, les graines que la communauté utilise comme semences, les espaces publics, les langues et les cultures. Et chez les peuples autochtones, on peut même parler des terres communales, où l'on travaille le sol collectivement depuis des milliers d'années. Certains biens communs sont des véritables dons reçus d'une nature prodigue, et leur importance est cruciale pour la survie des gens et de la planète. La plupart des cultures ont d'innombrables rituels pour célébrer ces largesses et des règles ou des interdits pour les protéger. D'autres biens communs sont nouveaux, comme les ondes radio et télévisuelles ou l'Internet par exemple, alors que d'autres sont ancestraux comme les pâturages communaux d'Afrique, d'Europe et d'Asie, ou encore le folklore ou les objets culturels. D'autres biens communs peuvent être considérés comme universels, l'atmosphère, les océans, l'espace par exemple. Et parce que personne ne possède des droits territoriaux sur eux, l'Antarctique et la Lune aussi. D'autres peuvent être perçus comme des biens communs propres à une communauté. Les espaces publics, les terres communales, les forêts, les réservoirs des gènes, les savoirs novateurs locaux, en ce qui a trait aux plantes médicinales par exemple, ainsi qu'aux semences que les communautés ont mises au point au fil des siècles. L'auteur Jonathan Rowe du Tomales Bay Institute en Californie souligne que les caractéristiques principales de tous les aspects des biens communs, c'est qu'ils appartiennent à tout le monde. Traditionnellement, personne n'a jamais possédé de droits exclusifs sur eux. Nous en avons hérité collectivement. Ils sont notre héritage commun. Ils sont plus fondamentaux pour nous que l'État ou le marché. C'est du moins ce qu'affirme Rowe, mais je pense qu'on est d'accord avec lui. Puis il rajoute, on peut imaginer la vie sans air qui soit respirable, des océans où la vie abonde, l'accès gratuit à une eau non polluée, une biodiversité vivante. On ne peut pas s'imaginer la vie sans ça. Ce sont des choses que nous avons toujours tenues pour acquises. Les biens communs ont cette caractéristique d'avoir toujours été là, génération après génération, disponibles à jamais, pour tous. Dans une autre catégorie de biens communs, il y a celle des biens communs modernes, qui sont les services publics comme la santé, la purification et la distribution de l'eau, l'éducation et l'information, qui étaient tous autrefois assurés de la manière informelle au sein de petites communautés locales qui ont depuis été absorbées par l'État puis qui sont maintenant dans le collimateur de la privatisation. Le pillage des biens communs modernes. Dans les pays les plus industrialisés, il est difficile de se rappeler l'époque où l'unité principale, tant politique qu'économique, était la communauté locale, où les ressources étaient partagées dans le fond. Au cours des derniers siècles, l'évolution
politique, économique et technologique d'une grande partie de la planète a entraîné une spécialisation et une industrialisation accrue de l'activité économique, une réduction considérable de l'autosuffisance économique et sociale et une dépendance beaucoup plus grande envers de puissantes unités politiques centralisées, des villes, des États, des provinces et des gouvernements nationaux, pour satisfaire les besoins fondamentaux de chacun et fournir des services que les gens désirent recevoir, comme l'éducation, les transports, les soins de santé, la protection de l'environnement, la sécurité et la certitude qu'on ne manquera pas de nourriture, de logement et de travail. Tous les gouvernements reconnaissent maintenant qu'ils ont des responsabilités dans ces domaines, bien qu'ils les assument avec plus ou moins de succès. Les Canadiens et les Danois ont tendance à croire que leurs gouvernements ont répondu à leurs attentes, du moins jusqu'à récemment, parce que ça commence à changer. C'est pour ça que vous voyez du monde frapper sur des casseroles assez régulièrement de ce temps-là. Alors que les Russes et les Birmans semblent nourrir d'autres sentiments à cet égard. La majorité des gouvernements obtiennent des notes très diverses sur ces questions, bonnes dans certains domaines et mauvaises dans d'autres. Les États-Unis, comme le pire exemple à suivre, par exemple, sont plutôt bien cotés dans le domaine de l'économie et de l'hygiène publique, mais obtiennent des mauvaises notes pour ce qui est des soins de santé et de transport. Et la fourniture de ces services s'y caractérise par une extrême inégalité. L'ouvrage de Maud Barlow, intitulé « Le profit n'est pas le remède », décrit bien l'impact de la Banque mondiale, du FMI et de l'Organisme mondial du commerce et de leur politique d'ouverture des marchés sur la qualité et l'accès aux services de santé partout dans le monde. Et elle dresse une liste des sociétés du secteur privé qui en tirent avantage. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme souvent. 2 décennies de telles politiques ont laissé en un héritage un accès inégal et des crises dans les systèmes de santé chez tous les pauvres de la Terre. La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU affirme qu'en plus des services que les différents gouvernements sont censés procurer, on s'attend également à ce qu'ils garantissent certains droits de la personne fondamentaux, les libertés religieuses et politiques, le droit à un travail valorisant, à un juste salaire et dans le respect de la dignité humaine. En fait, la Déclaration de l'ONU affirme que toute personne, où qu'elle vive sur la planète, possède un droit inaliénable à la citoyenneté qui inclut la santé, l'éducation et l'emploi. Qui plus est, tout gouvernement a le devoir de défendre les droits fondamentaux de chacun de ses citoyens, même en dehors de ses frontières. De telles affirmations impliquent également que les gouvernements ont le devoir de protéger leur propre capacité d'offrir ces services et de garantir ces droits fondamentaux contre toute tentative de les atténuer. Selon les auteurs de cet ouvrage, que je suis en train de vous lire, qui est dans le fond un chapitre de l'alternative à la globalisation économique, qui a été écrit par 26 auteurs, qui sont des économistes, environnementalistes, macroéconomistes, des géopoliticiens, il y a aussi des météorologistes dedans, des experts professeurs d'université, sous la direction de John Kavanagh et de Jerry Mander. Selon ces auteurs-là, ces services et ces protections peuvent être considérés comme des sortes de biens communs modernes. Et l'État doit assumer la responsabilité de protéger le bien commun qui autrefois était assuré par la communauté locale. Même si de plus en plus de pouvoirs sont de nouveau dévolus au niveau local, tendance que la plupart d'entre nous appuyons, nous croyons que les États ont un rôle crucial à jouer dans la protection de la gérance communautaire des biens communs, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Cependant, l'exercice de ce mandat est présentement gravement menacé par les politiques des institutions économiques mondiales. Les gouvernements nationaux subissent d'énormes pressions de la part des grandes entreprises et des bureaucraties mondiales qui leur demandent de privatiser et de commercialiser la plupart des services publics. Les transnationales cherchent à les inscrire dans la même catégorie d'activités commerciales que la pâte dentifrice, les automobiles, les systèmes immobiliers ou les films offerts par l'industrie privée au prix du marché. Il y a pourtant une grande différence entre les mandats sacrés des gouvernements de répondre aux besoins et protéger les droits fondamentaux et la fourniture sous contrat par le secteur privé des produits, du divertissement et des services commerciaux. Les entreprises fonctionnent selon une échelle de valeur qui exige que l'on fasse des profits et que l'on croisse. Or, à mesure que les grandes sociétés font des percées en tant que fournisseurs de soins de santé, de services d'éducation, d'eau ou de sécurité alimentaire, on peut s'attendre à ce que les services soient offerts uniquement à ceux et celles qui peuvent payer le prix du marché. Quant aux autres, ils sont très nombreux. Ils seront à toute fin utile exclus du système. Par conséquent,
Nous soutenons qu'il faut bloquer toute initiative visant à dégager les gouvernements de leurs obligations d'assurer des services à tous leurs citoyens, quel que soit leur statut économique. C'est pour ça qu'on se bat contre la hausse des frais de scolarité. De même, tout effort déployé par les bureaucraties mondiales pour exiger des gouvernements qu'ils privatisent de tels services devrait se heurter à la résistance de ces mêmes gouvernements, comme des militants, et finalement être interdit. Ça a été écrit en 2004. Malheureusement, l'accord du GATT et puis les négociations qui ont eu à Genève pour l'expansion de l'accord général, ils ont passé. On n'a pas réussi à les bloquer. Alors, on est encore plus dans l'engrenage qu'on l'était au moment où ce livre-ci a été écrit, en 2004. La Convention des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels inclut le droit à l'éducation et à la santé. De tous les services, ce sont eux qui semblent offrir les meilleures perspectives de profit pour les transnationales, qui font pression pour que l'AGCS soit signé, qui a été signé d'ailleurs. Les dépenses mondiales en éducation dépassent actuellement 2000 milliards de dollars, tandis qu'en santé, ce montant s'élève à 3500 milliards de dollars par année. Les transnationales visent rien de moins que le démantèlement d'éducation publique et des systèmes de santé. Elles sont déjà parvenues, grâce à leur lobbying, à faire adhérer plus de 40 pays, y compris toute l'Europe, à l'AGCS. L'obligation qu'ont les gouvernements de fournir des services à leurs citoyens pourrait sous peu se limiter à observer si quelques entreprises lointaines vont exiger un montant raisonnable ou pas aux gens pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école ou chez un médecin. C'est là que le peuple québécois se lève et dit non, le gouvernement ne protège même pas ça. Il ne protège même pas le fait que les montants sont devenus exorbitants et sont rendus limitants pour l'accès aux études.